Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Dans cet épisode, nous recevons Martine Desfarges, psychanalyste sexologue, qui nous parle de son métier. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Vulvic, l'eau de source aux origines du monde. Restez jeune en buvant Vulvic. L'eau qui fait du bien, comme une fontaine de jouvence. Avec Vulvic, buvez et évacuez. Et évacuez. Et évacuez encore. Dites au revoir aux cystites et bonjour aux grosses. C'est trop chaud ça. Écoute. C'est Chandail et Chignon. Attends, faut que ça vienne. C'est très très satisfaisant. Alors cette semaine on parle de sexe. C'est parti. Vous vous appelez Martine Desfarges, vous êtes psychanalyste sexologue. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Bien oui, je suis psychanalyste et sexologue et psychothérapeute, donc j'ai toujours travaillé dans le domaine de la santé. Je me suis formée à la psychanalyse il y a un peu plus de 10 ans. En fait, j'exerce en tant que psychanalyste depuis 10 ans. Et j'ai entamé aussi des études de sexologie et j'exerce également dans mon cabinet depuis 6 ans. Alors avant d'aller plus loin, je vous pose la question que je pose à tous nos invités. 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. Alors je vais commencer par le négatif. Alors ce que je n'aime pas, c'est l'injustice et l'intolérance. Ça c'est le premier point. La seconde chose, c'est l'autocratie, la violence et l'ironie. L'ironie faisant partie aussi d'une démarche, on va dire, agressive envers l'autre. Et puis ce que j'aime pas, alors là plus ludiquement, c'est la cervelle et les sucettes à l'anis. Ce que j'aime, ce sont les relations humaines, communiquer. Ça c'est le premier point. La seconde, c'est la lecture, la musique, c'est indissociable de moi. Tout ce qui concerne l'art, l'histoire, les voyages, bien sûr. Et le troisième point, j'aime beaucoup partager un bon repas avec des gens que j'apprécie. Quelles ont été vos motivations pour vous orienter vers les métiers de psychanalyste et sexologue ? Les psychanalystes, ils n'ont pas forcément des parcours personnels ou professionnels très lisses. Donc j'ai vécu une psychothérapie personnelle qui avait pris terme. Ce qui veut dire en clair que l'on ne devient pas psychanalyste autrement que par la traversée d'une souffrance. Il a fallu que je passe par ce prisme infiniment petit de la connaissance humaine intime pour avoir un autre regard. Également en sexologie, quand donc je consultais, il était difficile pour moi de parler de l'intime. Ce qui fait que toujours j'ai voulu très vite approfondir quand je ne comprenais pas. Et donc je me suis tournée vers l'université à la fac de Bordeaux, c'est Bordeaux-Ségalène, pour enrichir et pour comprendre ce qu'était la sexologie humaine. Et ce sont des métiers d'une richesse humaine extraordinaire. Alors ça tombe bien, je vais m'adresser directement à la sexologue. Y a-t-il une différence entre parler de sexe et parler de sexualité ? Oui, alors c'est très intéressant effectivement d'évoquer les différences entre parler de sexe et parler de sexualité. Je voudrais juste faire une petite remarque. J'ai trouvé intéressant le titre de votre podcast « Chandail et Chignon ». C'est hyper genré. Chandail, je me dis, chandail c'est quoi ? C'est un grand pull large où les vendeurs bretons vendaient de l'ail sur les marchés. Et puis chignon, principalement les chignons, c'était plutôt les femmes au cours des siècles qui ont porté le chignon, bien qu'il y ait des sociétés où des hommes portaient le chignon. Et puis maintenant, il y a un mélange des genres, c'est-à-dire que vous voyez plutôt les filles avec beaucoup des grandes chandails, et puis les hommes avec beaucoup de chignons. Donc ça m'a beaucoup amusé cette question-là. Alors pour en revenir à la question du sexe, le sexe c'est identifier des différences biologiques. Homme-femme, c'est-à-dire qu'on est XX, on est XY, on est interdépendant de nos gènes. Pour faire simple, le sexe, c'est identifier la différence biologique. Je nais avec tel chromosome et donc j'ai des organes anatomiques et donc quand je nais, on me déclare garçon ou fille. La sexualité, je vais faire l'allégorie entre la métaphore, on va dire, du contenant et le contenu. Le sexe, ça va être plus le contenant, comme l'assiette. Et la sexualité, c'est le contenu. C'est tout ce qui va aller dedans l'assiette. Donc c'est très large. C'est un ensemble de mécanismes et de comportements qui favorisent ou non la reproduction des individus, mais aussi la séparation des espèces.
Parler de la sexualité, c'est également se renvoyer à toutes les images qui nous sont véhiculées, et le plus souvent par les médias, souvent réducteurs à un organe et un acte. Et la sexualité, c'est pas que ça. Donc la sexualité, elle n'est pas innée, elle s'apprend. C'est comprendre déjà son identité, son appartenance biologique, son orientation sexuelle. Et donc la sexualité comprend des composantes physiologiques, des composantes personnelles, cognitives et relationnelles. C'est un champ immense, souvent je le présente comme un arbre avec ses ramifications. Rentrer dans tout ce qui est le domaine de la sexualité est très large. Donc si je reprends l'image de votre assiette, bon l'assiette c'est toujours la même, mais par contre ce qu'il y a dans l'assiette ça change tous les jours. Complètement. Ça change du point de vue personnel, ça change du point de vue relationnel à l'autre, ça change de par son histoire antérieure, ça change de par rapport à son vécu. Donc oui, ce contenu, il est très vaste. C'est vrai que souvent, on aborde dans les composantes physiologiques tout ce qui est le mode de l'excitation, les sources d'excitation, l'anatomie, la physiologie. On aborde les composantes personnelles, la question du plaisir, du désir, de l'assertivité, j'appartiens ou pas, de l'imaginaire sexuel, des codes d'attraction, de l'intensité. La troisième composante cognitive, c'est les systèmes de pensée, c'est les jugements de valeur, les connaissances, les croyances, l'idéologie. On a tous une histoire personnelle, on s'est construit avec et sa famille et les autres. Et puis notre environnement. Et puis la dernière composante relationnelle, ce sont tout ce qui concerne les habiletés érotiques, la connaissance, la séduction, la communication, indispensable dans une sexualité avec partenaire, et le sentiment amoureux. Donc il y a énormément de facteurs qui vont rentrer en jeu dans cette assiété, on va dire, de la sexualité. C'est quoi un chandail? C'est un pull? Sans manche. Non mais il faut que je le vive. Ah, d'accord, ok. Les questions autour de la sexualité sont-elles toujours les mêmes depuis la nuit des temps ou évoluent-elles génération après génération au fil des siècles? On va dire qu'il y a de nombreuses révolutions. La première révolution, 1905, c'est Freud, la théorie de la sexualité, qui a fait débat et qui reste plutôt de l'ordre psychique de la sexualité, notamment féminine, qui reste figée. La femme, il ne la comprend pas, il le dit. C'est un continent noir, il ne comprend pas. 1912, premier terme de la sexologie, premier manuel et première bibliothèque de sexologie sociale. Les premières études de sexologie se déroulent à Berlin en 1919 et c'était détruit par les nazis. Donc tout s'arrête. Donc 1940, alors un écrit majeur, c'est Henri Miller, avec le monde du sexe, sexus, plexus, nexus. Hélène Deutsch en 1945, la psychologie des femmes, Woolf, le changement de sexe en 1946, en 1949, Beauvoir, le deuxième sexe. Ça, ce sont des écrits, puisqu'on y reviendra avec est-ce que les médiathèques peuvent avoir un rôle important de médiation. Donc je vous répondrai bien sûr oui. Deuxième révolution après freudienne, c'est keynesienne. Kinsey, c'est un choc, c'est un rapport qui a été fait en 1948 sur la sexualité masculine. Et il y avait plus de 12 000 hommes qui étaient observés dans leur réaction. Et 1953 sur la sexualité féminine. Donc ça, c'est un événement majeur sur l'observation directe des comportements sexuels qui vont nous faire comprendre comment on fonctionne. Et nous arrivons à cette révolution importante, la troisième, qui est masterienne. C'est qui? C'est Master et Johnson. C'était donc un gynécologue américain qui a fait une étude avec sa collaboratrice, qui donc était psychologue. Et ils ont mis 11 ans à observer les réactions sexuelles qu'ils ont décrites en 1966. Ça, c'est une révolution majeure, puisque c'est à partir de là que nous, les sexologues, on commence à expliquer comment le corps, homme et femme, y fonctionne. Puis après, il y a toute la libération des mœurs qui vont arriver après les années 60, qui vont être majeures pour continuer à plus appréhender la question de la sexualité, même si encore elle est taboue. D'abord, il y a un classement des troubles sexuels qui a été donc édité en 1952. Mais il faut savoir quand même que ce classement, il appartient toujours à une classification psychiatrique. Puisqu'avant, tous les auteurs qui ont pu écrire au 19e, 18e siècle, c'était en fonction des tabous et des risques liés aux pratiques sexuelles,
type masturbation ou autre. Il y a même des engins qui ont été inventés pour empêcher les enfants de se toucher. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le dernier classement, c'est le DSM. Le dernier, c'est le 5. Il est publié en 2013. Il appartient toujours à cet ouvrage qui est lié à la psychiatrie. Même si certaines orientations, maintenant, ne relèvent plus, mais depuis très peu de temps, de la psychiatrie, comme par exemple se trouver homosexuel. Très important, 53, c'est la pilule. 56, création du planning familial. 59, première étude de sexologie à Hambourg. 1974, date importante, premier symposium international de l'OMS. Et puis il y avait des rapports très importants édités comme le rapport Simon, rapport Haidt, qui est également une première étude féminine où là, tout est observé sur des enquêtes auprès de femmes et qui vont décrire toutes les réactions sexuelles et les pratiques. 1980, on parle maintenant plus de sexologie moderne parce qu'il y a eu l'invention des sexotropes qui a largement amélioré la santé sexuelle avec la mise sur le marché du Viagra en 1998. C'est quand même récent, vous voyez, ça fait 25 ans seulement. Et puis maintenant, il y a une grande évolution des thérapeutiques médicamenteuses qui se sont bien affinées et qui sont principalement plus proposées d'ailleurs aux hommes qu'aux femmes. Il y a beaucoup moins de panels thérapeutiques du point de vue médicamenteux chez la femme. Ce qui est important, c'est qu'il y a une création d'une formation DIU-ESH dans les universités avec des études maintenant qui sont reconnues au niveau national. 2002, l'OMS définit la santé sexuelle qui est également un fait majeur dans la sexualité. Donc on peut dire que ces questionnements, ils évoluent énormément. Ces questionnements évoluent en permanence. Donc il y a beaucoup d'assises de formation et beaucoup de réflexions de professionnels autour de la sexualité qui sont souvent pluridisciplinaires, faits de spécialistes médicaux, mais également paramédicaux, psychologues, sages-femmes, kinés, tous ces métiers à orientation de santé. Oui, tout évolue bien sûr. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast. Le podcast. Des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Les questions autour de la sexualité sont-elles multigénérationnelles ou diffèrent-elles en fonction de l'âge ? Elles sont interdépendantes, elles sont inhérentes à la culture. Mais en fait, on se rend compte que tout compte fait, la question de la sexualité, elle va tourner autour de la question du pouvoir, du plaisir, du couple, du partenaire, de la morale et du droit. Moi, je peux dire que dans ma pratique de consultation, j'accueille davantage une population active, quoique je reçoive aussi des retraités qui souhaitent se remettre en relation affective, en couple, avoir une activité sexuelle. Il y a toutes les générations, oui, et ça touche aussi bien le jeune qui a plus besoin de savoir qu'est-ce que je risque au niveau des IST, ou par rapport à ma pratique sexuelle, j'ai pas de pratique. Ça peut être la question aussi même, j'ai recours qu'à la prostitution, donc il y a la question de la prostitution, il peut y avoir le handicap, mais j'ai également aussi tout ce qui va tourner autour de la santé, parce que la sexualité, elle est liée à la santé. Il y a des pathologies qui, parce qu'il y a cette pathologie, comme le diabète, des problèmes cardiaques par exemple, cancer, vont avoir des conséquences sur la sexualité. Par contre, il y a quand même des questions communes. Alors les questions communes de toutes ces générations, c'est la question du plaisir, la question du désir et de la conjugalité. On vient me voir sur j'ai des troubles du désir, j'ai des troubles du plaisir, j'ai des troubles d'érection, j'ai des troubles de l'éjaculation, j'ai des douleurs. J'ai eu une consultation, c'est comment je peux faire pour garder mon mari. Donc ça va loin dans la question de la motivation à la sexualité. Et de la même façon, ces questionnements autour de la sexualité toujours, est-ce qu'ils diffèrent en fonction de la géographie, par exemple zone rurale, zone urbaine, ou plus largement entre les pays ? Alors déjà, dans nos zones rurales et urbaines, ça touche toutes les classes sociales, déjà, à la question du manque de connaissances ou des problèmes liés à la sexualité. Bien évidemment, les différences culturelles, religieuses et familiales ont un impact important, lié à l'éducation, aux interdits. Et ça, vous le trouvez dans tous les milieux. L'accès, depuis les années 70, à la sexualité s'est tellement libéré, mais notamment dans une sexualité qui est de type pornographique, qui a un impact certain sur la représentation de la sexualité et de ses pratiques.
Et donc moi je trouve des personnes qui viennent en souffrance justement parce qu'elles ont cette représentation de l'acte, du rapport, et souvent il y a une problématique de performance derrière qui va avoir un impact sur les réactions sexuelles. Ce qui a été constaté par une enquête récente, c'est qu'il y a la question du genre et des sexualités en milieu rural est très peu travaillée. Donc il y a des actions actuellement suite à des rapports qui ont été faits, des actions politiques qui sont mises en place, et notamment des politiques de ville dans des quartiers prioritaires. On appelle les QVP, les quartiers prioritaires, pour lutter contre les inégalités féminines. Il y a par exemple une association itinérante qui s'appelle En voiture Nina et Simone. On peut trouver des liens sur YouTube. Et oui, et qui sont portés par la Solfa, Solidarité Femmes Accueil, avec un téléphone d'urgence 3919. Donc oui, il se met beaucoup de choses en place parce que justement, il y a un manque de connaissances et une différence effectivement dans des zones qui se sont paupérisées et donc actuellement qui sont prises en charge. Donc l'accès à la culture, c'est un levier et c'est légiféré dans le Code de l'éducation et de la santé à la sexualité. Et d'ailleurs, ce code, il a été réactualisé en juin 2023 suite au rapport IGAS. Et c'est pour ça que vous trouvez actuellement sur même les débats chez nos journalistes actuellement, dans nos médias, tous ces débats sur la question de l'éducation sexuelle à l'école. Ça fait débat, ça pose encore problème. Mais on s'est rendu compte que depuis 1973, où cette politique d'accès à la connaissance de la sexualité, elle devait se mettre en place, 1973, eh bien, il y a tout juste 15% des jeunes qui ont été formés, et encore formés à minima. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des pays qui ont, là je parlais plutôt de notre ruralité et notre cité, mais il y a des pays effectivement qui mènent des politiques de santé. Par exemple, le Burkina Faso, qui a un projet de lutte contre les problèmes de santé du col de l'utérus qui auront un incident sur la sexualité. Et puis, on voit qu'effectivement, il y a une journée mondiale de la santé et de l'hygiène menstruelle qui s'est déroulée le 28 mai dernier. Donc, il se passe beaucoup de choses dans beaucoup de pays. Tout à l'heure, vous avez évoqué la notion, vous avez dit prégnante, de la performance. Est-ce que ça concerne autant les hommes que les femmes, ou il y a une réelle différence entre les deux ? Ça concerne les deux. La question de la performance, les deux pour peut-être deux raisons. Les hommes d'abord, la performance, oui, parce que pour l'homme, la question de la masculinité, elle passe par la puissance du pénis. La femme, également, elle va être questionnée sur la question aussi de la performance, notamment avec les troubles du plaisir, les troubles de l'orgasme, la question du désir aussi. Cette question de la performance, elle va entraîner souvent une souffrance. En fonction de votre expérience, y a-t-il une problématique, un sujet ou des questions qui se dégagent largement par rapport à l'ensemble des sujets possibles? Ce sont surtout les dysfonctions sexuelles, les troubles du désir. Donc on parle de désir hypoactif, on ne parle pas d'impuissance. Des troubles de l'excitation, qui est différente du trouble du désir. C'est quoi l'excitation, c'est quoi le désir? La dysfonction érectile, les troubles de l'orgasme, hommes, femmes, troubles d'éjaculation, et puis également troubles sexuels avec douleur, les dyspareunies, vaginisme. Donc si on peut dire ça comme ça, quel est le top 3 des sujets qui sont le plus abordés dans votre cabinet? C'est troubles du plaisir, troubles du désir et des dysfonctions du type érectile chez l'homme, éjaculation précoce, douleur aussi. Chez la femme surtout. Et puis nous travaillons en réseau. Alors ça je ne l'ai pas dit, mais les sexologues, comme on est de métiers différents, on n'est pas forcément tous médecins, je ne peux pas prescrire des médicaments. Donc je travaille en réseau avec des psychiatres, je travaille en réseau avec des urologues, gynécologues, etc. Alors vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais les bibliothèques sont-elles en mesure de jouer un rôle en matière d'éducation ou tout du moins de médiation sur les questions liées à la sexualité? Et si votre réponse est oui, de quelle façon? Je dirais que oui. Je vous ai répondu tout à l'heure qu'effectivement les bibliothèques peuvent avoir un rôle très important dans tout ce qui est l'éducation au niveau culturel, le partage culturel. Bien sûr que le livre va être, mais pas que le livre. Maintenant, il y a aussi des jeux, des médias, plein d'outils interactifs. Il y a beaucoup d'émissions aussi qu'on peut trouver en lien et des bonnes. Il faut faire le tri sur YouTube, par exemple. Voilà, mais oui, les médiathèques, bien sûr, sont un haut lieu, j'en suis convaincue, de la diffusion culturelle, de tout ce qui est les connaissances, en tout cas dans la santé sexuelle, pour toutes les classes sociales. Donc ça, c'est très important. Avez-vous un film, un livre ou un podcast ou un autre média
à nous conseiller sur ces questions? Au niveau des livres, il y en a beaucoup. Donc, quelques-uns. Alors, je dirais que l'éducation sexuelle de Philippe Renaud, petit que sais-je, rapide à lire, facile, et Questions sexo de Lansac et Lopez. Ça sont des livres intéressants pour aborder de façon assez généraliste, mais qui peuvent toucher le public, les questions de sexologie. Il y a aussi pour les adolescents, si on parlait de sexualité à nos adolescents, intéressant. Il y a une BD qui a été faite, toute l'histoire de la sexologie, par Philippe Renaud. Il y a 2 tomes, et ça c'est très intéressant, parce que c'est fait de façon ludique, mais ça amène toute la question de l'histoire et des difficultés qui peuvent être rencontrées. L'écolo du Jamour, alors moi je suis une fan de Leleu, qui est un gynécologue sexologue, et ça c'est pour tout ce qui concerne la relation avec un partenaire, la relation de couple. Donc ça j'aime beaucoup, je vous le conseillerais facilement. Toute la question du couple aussi, mesurer des mesures du couple, de Keller-Hals, fondamental, il nous éclaire beaucoup sur quel type de couple on est. Il y a aussi tout ce qui concerne aussi l'estime de soi avec Christophe André Lelore, ça revient beaucoup aussi dans nos consultations, la question d'abord de soi, de comment on se perçoit soi d'abord. Au niveau des films, alors les films, il y a les bases, Kinsey, Master of Sex, il y a un DVD, mais bon, il y a aussi Parlons Sexe, voilà, ça ce sont des DVD avec Kinsey. Des films intéressants, moi j'ai vu Danish Girl de Hooper sur la question du transgenre, il est magnifique. Je le conseille. La question de la sexualité virtuelle et la solitude avec R de Spike Jonze. Un magnifique film aussi. Je verrai toujours vos visages, ça c'est sorti il y a peu de temps, il y a quelques mois, de Jeanne Herry sur le trauma et la justice réparatrice. Bon, j'aime bien la question aussi de l'émotion avec les émotifs anonymes d'Améris par exemple. Pupille, bien sûr, sur la parentalité. Les chatouilles, bien sûr, de Bescous, sur les abus sexuels. Il y en a beaucoup, 21 nuits avec Patty, des frères Larieux. Ça, c'est sur l'amour, le désir et la sexualité. Donc ça, c'est aussi des films que j'ai pu visionner quand je suis allée à Synopsis. C'est un très joli moment, Synopsis, organisé par Monsieur Collat, qui a lieu début octobre sur Bordeaux, où il y a 3 jours de cinéma sur une thématique sur la famille, la sexualité ou autre. Là, en l'occurrence, j'ai vu ces films dans le cadre de la sexualité. Sur Internet, il y a quand même des liens très importants. Vous avez des liens sur Questions sexualité, qui dépendent de la République française, avec des liens officiels. santépubliquefrance.fr, vie affective et sexuelle, c'est un lien important. Également pour les femmes, les Clés de Vénus, c'est une organisation qui est peu connue, mais qui est assez facile d'accès et qui donne des outils et un éclairage aux femmes. Et puis sur YouTube, vous trouvez la question de l'amour, parce que c'est, on va dire, c'est une des valeurs, le couple souvent qui revient, qui est assez majeur dans notre société. Donc Philippe Renaud et puis Cyrulnik aussi, ils en parlent. Pourquoi l'amour c'est si compliqué, ou désirer à s'aimer, par exemple, ou pourquoi c'est si compliqué le couple. Et vous avez tous ces liens aussi sur YouTube qui sont intéressants. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque. intéressé partout. Plus ou moins. Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. C'est possible ça? Diriez-vous que la sexualité influe sur les comportements au quotidien, ou au contraire, que nos expériences de vie quotidiennes déterminent au moins pour une part nos sexualités? Ce sont 2 points importants qui se recoupent, qui sont différents. Alors le premier point, la question de la sexualité influe-t-elle sur les comportements au quotidien? Déjà, la question du désir et de la motivation, mais du désir est influencée par les hormones qui ne sont pas seules à l'origine de la motivation sexuelle. Le plaisir aussi est une sensation subjective. Si la sexualité n'est pas satisfaisante, elle peut entraîner des frustrations, des mécanismes de défense, projection, je suis en colère, qui sont énergivores. Donc ce ne sont pas des bons mécanismes de défense, et qui peut avoir aussi un impact, cette frustration, sur l'humeur, l'impulsivité, le renfermement sur soi, le manque de confiance en soi, le manque d'enthousiasme et parfois même un état dépressif. L'association du renforcement positif, plaisir, orgasme ou négatif, déplaisir, honte, douleur, renforce le comportement sexuel avec le système de récompense.
Moi, ce que je peux dire, c'est que l'état de bien-être, de relaxation physique, psychologique, peut être induit par une sexualité satisfaisante et une vie conjugale facilitante et satisfaisante. Donc oui, la sexualité, elle va influer sur nos comportements parce qu'un état de bien-être qui soit lié à la sexualité, mais qui va être lié par exemple à une autre activité comme sportive, qui va mettre aussi en jeu des hormones et des neurotransmetteurs qui vont aussi nous amener la question du plaisir, avec la dopamine, de la motivation, etc. Il n'y a pas que la sexualité. Les personnes qui font énormément de sport, ils ont moins besoin de sexualité. À côté de ça, les expériences de vie, bien sûr, déterminent une part de nos sexualités ô combien, et ça je le vois beaucoup dans mon cabinet, puisque les scripts qui sont construits de par notre histoire personnelle, familiale et environnementale vont avoir un impact sur peut-être la souffrance liée à des éducations strictes. La question aussi de la performance. Moi, je rencontre des personnes qui vont pas bien parce que leur famille attendait d'eux de réaliser ce qu'ils n'avaient pas fait eux-mêmes. Vous voyez, donc la question de la performance se posait. Et puis, ce qui est véhiculé aussi dans nos médias sur l'image de la sexualité performante. Donc, je dirais que oui, il y a une influence des facteurs cognitifs et culturels, et que cette influence, elle va déterminer des règles, des normes, des croyances, des valeurs, et qui seront donc interdépendantes et qui vont agir sur notre sexualité. Si, par exemple, il y a une sexualité qui n'est pas satisfaisante pour une personne, ça peut entraîner une dépression qui elle-même va accentuer la sexualité non satisfaisante. On peut être dans une névrose d'échec. Et pour travailler sur ces névroses d'échec, il va falloir mettre des mots et poser des choses et comprendre. Et en sexologie, on a plutôt une approche TTCI, c'est-à-dire thérapie cognitive et comportementale, parce que souvent quand je reçois des personnes en sexologie, ils ont entamé à côté une psychothérapie avec un thérapeute. Je propose plutôt un travail et éducatif et de conseil, on appelle ça le counseling, et également toute une approche médicale, thérapeutique, en lien avec, bien sûr, ma formation. Tout votre travail, c'est de briser en quelque sorte ce cercle vicieux. Oui, c'est éclairer, c'est d'aller où le consultant me permet d'aller. Tous les mots sont importants, les consultants, ils viennent, ils sont en souffrance, en fonction du vouloir du consultant, qui peut à tout moment arrêter, bien évidemment, qui est libre. Beaucoup d'autres sujets peuvent être abordés, les pratiques sexuelles particulières, les maladies sexuelles, l'éducation sexuelle, la sexualité des jeunes et des personnes âgées, la pornographie, l'importance du sexe dans notre société actuelle, le féminisme, le masculinisme, le genre. Impossible de parler de tout ça dans ce seul podcast, mais voici quelques questions supplémentaires pour commencer à évoquer ces sujets. Aïe, mais arrêtez de me toucher! La notion de consentement se situe entre l'acceptation et la concession. Alors, est-ce vraiment le bon terme lorsqu'il est question de sexe ? Oui, c'est une question tout combien actuelle. Qu'est-ce qu'on entend par consentir par rapport à concéder ? Consentir, c'est être d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de être d'accord, oui, mais comme une forme de concession ? Concéder, c'est accepter sous contrainte. Ça, si on prend les définitions de base, c'est plutôt accepter sous contrainte, sous emprise, donc sous domination. Donc le consentement, c'est bien le bon mot ? Le consentement, c'est le bon mot. Il est légalisé. Il est défini au niveau de notre loi par le fait de donner son autorisation, son accord pour avoir un rapport sexuel. Ce consentement doit être libre et volontaire. C'est-à-dire qu'il ne doit en aucun cas être animé par la peur ou obtenu par la force ou d'autres moyens de pression. Chantage, harcèlement, emprise de drogue, alcool ou médicaments par exemple. Et s'il y a un moyen de pression à exercer, on parle alors de violence sexuelle qui est punie par la loi. Alors, le consentement en plus, il peut être retiré à tout moment. Il n'y a pas une permanence dans la question du consentement. Il peut même être retiré alors que le rapport sexuel a commencé. Ça commence et puis ça ne convient pas, on arrête d'être consentant. Un des partenaires peut arrêter. Le consentement, il ne concerne que le moment dans lequel il est donné. Ça, c'est très important. Il y a cette question de la temporalité. Avoir déjà consenti à un rapport et une pratique auparavant ne signifie pas que le consentement, il est acquis. Donc ce que je peux dire, c'est que
le consentement, il se doit d'être clair et explicite. Et le silence n'équivaut pas à un oui, mais ne pas dire non, c'est pas également vouloir dire oui. Donc il faut qu'il soit vraiment clair et explicite pour ne pas être considéré comme un abus sexuel ou un viol qui est puni par la loi. Il y a vraiment cette notion qui a travaillé et moi je vous parlais de cette personne qui est venue me voir un jour et dont la problématique en sexologie c'était comment faire pour garder mon mari. Et voulant garder le statut social du mari qui fait partie des motivations du autrefois mariage, vous voyez la question du statut social par exemple, de la dépendance au niveau financier. Et donc cette personne, quand on avançait dans la consultation, en fait, ce qu'elle disait, c'est que tous les soirs, tous les jours, elle était violée par son mari. Elle ne consentait pas. C'est des choses qui sont parlées, la question du consentement. Au sein du couple. Au sein du couple. Et puis aussi, la question du consentement, c'est dans l'approche aussi, c'est-à-dire dans la question souvent évoquée du désir, ne serait-ce que j'ai pas de désir, j'ai du désir, mon partenaire ou ma partenaire a du désir, mais moi j'en ai pas. Tout ça, c'est parlé et doit faire partie aussi de la question du consentement. Il y a la temporalité, il y a le lieu, il y a tout qui se parle dans ce consentement. Comment on peut dire à une personne comme celle qui est venue vous voir de mettre ce sujet sur la table alors qu'il n'a jamais été abordé au sein d'un couple, peut-être depuis des années? Comment elle peut amener ce sujet et le faire accepter aussi? Alors, quand il y a de la violence, et c'est extrêmement difficile, même si nous conseillons, nous sommes très attentifs à l'émotion de notre consultant. Par exemple, cette dame, quand elle venait, elle était dans une sorte de sidération encore. Elle était sidérée, donc elle n'était pas en capacité à ce moment-là d'entendre les choses. Donc ça veut dire qu'il faut revenir et mettre des mots sur cette question du non-consentement, de la violence, que j'ai pu aussi suivre au long cours auprès d'une jeune femme aussi qui a fini par s'autonomiser et à quitter le compagnon violent et qui abusait d'elle. Tout dépend de l'état psychologique dans lequel se trouve la personne. Et parfois, on ne peut être là que pour écouter, déjà recevoir la souffrance. Il n'y a pas une réponse. Non. Que pensez-vous de ce postulat? Orgasme égale rapport réussi. J'aime bien votre question parce que c'est des choses qui se parlent beaucoup justement en consultation. Parce que orgasme, acmé du plaisir, l'orgasme physiologiquement est un réflexe. Il fait l'objet de toutes les croyances dans notre société. Dans la relation et l'accès au plaisir, parfois, la relation intime, il n'y a pas toujours pénétration. Et pourtant, il peut y avoir orgasme. Et c'est très important, parce que de toute façon, pour avoir un rapport sexuel, je ne parlerai pas de réussi, mais de satisfaisant, parce que réussir, c'est seul. J'ai réussi à avoir un orgasme. J'ai réussi à ce que mon ou ma partenaire ait un orgasme. Ou est-ce que l'orgasme, on l'a eu à deux? Par contre, dans la relation intime, c'est très important parce que l'intimité, elle est beaucoup écrite. D'ailleurs, un des livres que j'aurais pu vous dire, c'est L'éloge de l'intimité, qui a un des livres aussi très, très intéressant. La sexualité n'a pas de normalité quand vous parlez de réussite. C'est la question de la satisfaction et du consentement à deux. Et c'est la question d'être satisfait ensemble de ce que l'on vit. Et donc, une des difficultés principales aussi, c'est la question de la communication. Dans Réussit ses performances, ce qui est présenté sur les images, c'est des relations rapides, avec un orgasme rapide. Or déjà, physiologiquement, c'est pas possible. Parce que le corps, les organes génitaux, ils mettent un certain temps, notamment chez la femme, et suivant l'âge de la femme, à transsuder, à avoir une capacité à accepter un rapport, par exemple, sexuel. Donc ce que l'on voit déjà dans les médias, c'est faux. Et ce qu'on retrouve dans nos cabinets, c'est justement cette représentation délétère du rapport réussi. C'est pas forcément ça. Donc c'est une satisfaction à deux, plus ou moins avec un orgasme, seul ou à deux, ou les deux. Question suivante. On parle souvent des MST pour les couples hétérosexuels ou homosexuels hommes, mais plus rarement pour les couples lesbiens. Quels sont les principaux risques? Il y a du risque. Alors, les recommandations, il y a un lien qui est très intéressant à connaître, c'est le lien question-sexualité. Et dans ce lien
question sexualité, il y a toutes les recommandations justement en lien avec les IST. Ce qui est important, c'est qu'il y a un risque, pas forcément qu'avec la pénétration vaginale ou anale, mais avec d'autres contacts comme les caresses, cunnilingus, fellation, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut se transmettre des IST dès le premier contact sexuel, qu'il est important que des protections se mettent en place, chez les hommes préservatifs, mais chez les femmes aussi, les digues, c'est pas connu, les digues dentaires. Il faut aller sur ce lien-là, et ce sont des protections qui se commandent sur principalement Internet. Il faut savoir aussi, là on parle des couples lesbiens, mais que pour les couples hétéros, ou en tout cas pour les hommes, il y a actuellement 2 protections masculines, 2 préservatifs qui sont remboursés par la Sécurité sociale. Les marques Eden et Sortez Couvert sont remboursées depuis le 1er janvier 2023 par la Sécurité sociale. Tout ce qui est de l'ordre du contact avec les sérosités, avec les lubrifications, ne serait-ce que des organes génitaux, déjà, les caresses peuvent être à risque aussi et porteurs d'IST. Donc même le fait d'avoir une excitation de par son partenaire de type masturbatoire, eh bien, il est même recommandé sur ce lien-là, si vous y allez, d'avoir même les ongles courts, ce qui n'est pas forcément à l'heure de la mode actuelle le cas. Mais oui, il y a des protections et c'est bien d'aller voir ces liens aussi pour approfondir. Il y a des risques. Est-ce que l'industrie de la pornographie a changé le comportement en matière de sexualité ? De plus en plus de jeunes ont accès à la pornographie très tôt. Est-ce problématique selon vous ? Alors oui, je dirais qu'effectivement, on est surpris de voir des jeunes à 10-11 ans qui ont déjà connu et visualisé de la pornographie. Maintenant, sur Internet, très facilement. Beaucoup de jeunes, sans que les parents puissent intercéder sur une autorisation, vont très rapidement avoir la vision de cette image délétère de la sexualité. Ça peut faire des blocages et on peut trouver aussi beaucoup maintenant de jeunes qui sont dans la sexualité, sans sexualité, qui n'ont pas envie d'avoir de sexualité. Et moi, je me pose la question de... Est-ce que justement, ils ont à un moment donné vu des images qui les ont traumatisés et qu'ils ont refoulées ? Je me pose la question. Alors, les conséquences, il y en a. D'abord, la pornographie, elle contribue à des valeurs sexistes superficielles par rapport à la sexualité. Elles sont donc délétères. Nous pensons qu'elles favoriseraient les abuseurs sexuels par la violence qu'elles engendrent, inhérente. Il n'y a pas la question souvent du consentement, là, d'ailleurs, qui est posée dans la pornographie. Il y a souvent des relations dominant-dominées. Il y a un impact délétère sur la construction psychologique des enfants qui sont confrontés à cette image. Et puis aussi, elle peut avoir un pouvoir addictif. Oui, ces images, elles ont changé le comportement en matière de sexualité puisqu'elles donnent une image qui n'est pas la vraie réalité de la dimension sexuelle et qui va donc avoir un impact sur nos représentations de la sexualité. Peut-être aussi par rapport à la performance. Bien sûr, comme je vous le disais, ces actes qui sont souvent montrés, ils sont souvent rapides et avec une jouissance immédiate. Ce qui n'est pas la réalité des quotidiens d'hommes et femmes. Alors, dernière question. Est-ce que la vision de la femme comme objet sexuel qui a longtemps été véhiculée dans la société est en train de changer ? La vision de la femme comme objet sexuel commence lentement à changer. Très lentement, parce qu'il y a des politiques nationales qui permettent cette évolution lente. Mais on le voit même au travers des formations des jeunes qui, depuis 1973, ça fait quand même 50 ans, doivent se mettre en place. Donc je vais dire que c'est lent pour qu'on change la vision des choses. Également, je peux dire que la parole, elle se libère par rapport à justement cette vision de la femme. Et la femme, elle commence aussi à parler dans les médias. Donc on a tous plein d'affaires récentes qui peuvent en attester. Alors il y a les livres aussi qui parlent de cette question de la femme objet sexuel dans l'exemple du consentement de Vanessa Springora qui va être adapté au cinéma là, cette année par Vanessa Fillot.
Il y a aussi les écrits de Christine Angot, qui parle de ça dans Une semaine de vacances ou Un amour impossible, de l'inceste qu'elle a subi. Il y a aussi des écrits comme Camille Kouchner, La famille à Grande, en 2021. Et puis depuis quelques jours, on voit sur nos écrans Emmanuelle Béard qui parle de ce qu'elle a vécu en tant qu'objet de traumatisme qu'elle commence maintenant à exprimer. Donc oui, la vision de la femme, ça a été longtemps véhiculé, c'est en train de changer petit à petit, mais ça met beaucoup de temps. Eh bien, c'était la dernière question. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et chignon. Chandail et chignon. C'était pas très intéressant.